Bonjour, je suis Sophie Toupin, directrice des services de France Terre d'Asile sur le département de la Seine-Maritime depuis 2002. Donc ça remonte déjà et je peux dire que effectivement quand je suis arrivée avec les services de l'État, France Terre d'Asile a signé une convention pour l'ouverture d'un centre d'accueil de 45 places. Donc si je parle chiffre aujourd'hui en 2017, c'est maintenant à peu près 300 personnes que l'on héberge à travers principalement deux gros dispositifs, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile et le centre provisoire d'hébergement pour les personnes qui ont obtenu la protection internationale. Alors, il y a eu une évolution, je dirais, assez rapide des dispositifs, puisque, l'idée déjà, pour vous resituer, France Terre d'Asile, organisation nationale, avec les services généraux sur Paris, et on va dire que l'ensemble des actions qui sont développées au niveau national sont, je dirais, dupliqué, entre guillemets, sur les départements, à plus ou moins grande échelle. Mais la Seine-Maritime, on est un des départements où il y a vraiment une envergure très large de la prise en charge des demandeurs d'asile à leur arrivée sur le territoire sur Rouen jusqu'à leur intégration, enfin telle que nous, on la conçoit et on souhaite le faire. Donc maintenant, c'était 4 salariés au départ, maintenant c'est 29 salariés et une centaine de bénévoles. Et ça, sur ce point-là, c'est assez satisfaisant pour nous, surtout sur cet aspect de bénévoles qui, depuis, on va dire, 2015, se greffent et ont une volonté de venir en appui sur l'ensemble de nos actions. Avec aussi un appui qui est non négligeable puisqu'il vient en complément du travail des professionnels. Et ça, c'est plutôt bien. Et on a commencé donc du bénévolat, notamment pour les cours de l'animation de cours de français langue étrangère, puisque c'est vrai qu'on a au niveau des budgets, on est dans un secteur d'activité où au niveau budgétaire, on a des restrictions budgétaires chaque année. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais un poste de formateur FLE, que je n'ai plus maintenant. C'est pour ça qu'on a été un petit peu à la recherche de bénévoles, ce qui fait qu'avec l'ensemble des bénévoles, on peut assurer dans les structures chaque jour des cours de français sur plusieurs niveaux. Et ça, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable parce que une personne qui est même en demande d'asile dans un centre d'accueil, on souhaite qu'elle ne perde pas de temps et qu'elle puisse apprendre le français, qu'elle s'en serve ou pas en fonction de la réponse de sa demande d'asile, mais même si elle quitte le pays, elle aura aussi des notions. Et une demande d'asile, ça dure en moyenne 1 année et demie. Donc quand on apprend le français ou un rudiment de français pour être à l'aise, dès les premiers mois, les personnes connaissent mieux leur environnement. Et ça, c'est important. Il y a encore un réfugié avant-hier qui m'a dit « mais tant que je ne parlerai pas français, je serai aveugle en France ». Et ça, je trouve que c'est très parlant. Donc voilà, en dehors du cahier des charges que l'on peut avoir, qui est aussi assez restrictif sur l'accompagnement, voilà, nous, on a développé beaucoup de choses. Ce qui est nouveau, là, maintenant, c'est que déjà aussi assez rapidement, 2002, beaucoup de demandeurs d'asile, je ne vais pas dire beaucoup, mais un demandeur d'asile, un centre d'accueil, ça veut dire que systématiquement, il y a des réponses positives. Donc dès 2004, il y a eu la nécessité d'ouvrir des dispositifs aussi pour l'accompagnement des réfugiés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on accompagne, comme en 2017, on a accompagné à peu près 350 réfugiés, ce qui n'est pas négligeable, mais ça ne représente pas l'ensemble des réfugiés du département, loin de là. L'OFII a d'autres chiffres aussi. Et ce qui est important, c'est qu'on a pu développer d'autres projets en dehors de l'accompagnement, je dirais, du droit commun classique dans lequel rentre toute personne qui obtient le statut, à savoir une inscription au Pôle emploi, des revenus minimums d'activité, quelques formations. Mais ça, c'est pas suffisant.
C'est pas suffisant parce qu'on estime qu'à un moment, mais on l'a repéré, et on fait aussi beaucoup participer les réfugiés pour une prise de parole, pour un ressenti, et qui nous aide justement à monter des programmes là où ils ont des besoins. Donc on a fléché vraiment des besoins, et depuis 2015, justement, grâce au soutien du groupe Nutri7, par une donation, on a pu mettre en place 2 programmes qui existent encore aujourd'hui. Un métier pour demain. Ça s'est fait aussi en partenariat donc, avec essentiellement la Chambre des métiers, le Greta, le Pôle emploi. C'est ciblé pour les jeunes de moins de 30 ans qui arrivent sur le territoire sans parler français, sans avoir connaissance de la langue française et qui peuvent ne pas être diplômés, par exemple. Donc là, c'est un programme intensif avec un focus fait les 6 premiers mois sur des activités, je dis, d'intégration plus sociale et culturelle. Et derrière ça, on a beaucoup d'ateliers pour prendre connaissance du nouveau territoire, du pays d'accueil et être à l'aise, et de là être plus acteur de son nouveau projet de vie, aussi bien familial que professionnel. Et ça, c'est un programme qu'on a mis en place donc en 2015, qui a duré 14 mois. Les 12 jeunes qui ont été pris en charge ont tous soit enchaîné sur une formation qualifiante, soit directement sur un emploi. La formation qualifiante, c'est essentiellement, je dirais, via l'apprentissage. Moi, je trouvais assez intéressant d'aller aussi chercher des artisans, chercher des entreprises qui ont besoin d'ouvriers qualifiés, ou alors même des jeunes qui ont fait des études au pays et qui veulent reprendre de la fac, ou alors qui veulent directement travailler. On fait ce qu'on appelle, nous, une reconnaissance de diplôme. Et donc on est allé voir aussi les entreprises, les artisans, pour connaître aussi un peu leurs besoins. Et c'est comme ça qu'on a pu travailler aussi avec la Chambre des métiers pour placer des jeunes en entreprise. Et ça marche bien. Et donc le deuxième programme, c'est un programme aussi qui répondait aux bénévoles qui venaient nous voir en disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et donc on a développé un programme qui s'appelle Duo pour demain, où un citoyen lambda peut être parrain ou marraine d'un réfugié isolé ou d'une famille. Donc ça, c'est pareil, on en a depuis 3 ans, je pense qu'on est à peu près au moins une 50aine de parrainages qui fonctionnent bien. Donc là, derrière ça, moi, c'était plus pour répondre « Ok, France Terre d'Asile vous accompagne, les professionnels sont là, mais en dehors de ça, si on vous reloge, qu'est-ce qu'on fait en France le week-end? Qu'est-ce qu'on fait en France le soir? Tout le monde ne veut pas rester avec les compatriotes et c'est très difficile pour une personne étrangère de faire des connaissances de personnes françaises. Et ça, tout le monde nous le dit. Et donc, on a des expériences réussies parce que des parrains, parraines invitent dans des clubs sportifs, il y a des sorties culturelles, les invitent aussi dans des cercles d'amis. Et on a des réponses qui sont aussi, à ce niveau-là, assez bien adaptées. C'est l'ouverture aussi pour certaines familles, pour leurs enfants, de leur faire connaître aussi une personne étrangère. Ça, c'était aussi une demande de certains bénévoles. Est-ce que vous avez une famille avec des enfants à peu près de notre âge? Et donc, on s'est mis à mettre les gens en duo. Et ça, c'est bien. Et donc là, aujourd'hui, ce que j'aurais à dire, c'est que bon, l'actualité est très tendue et c'est compliqué. Mais on est vraiment, nous, toujours très optimistes sur notre territoire, en tout cas, avec les partenaires qui sont aussi bien, même institutionnels, administratifs, aussi bien les autres associations, mais là maintenant surtout les entreprises. Et c'est vrai que le groupe Nutri7, avec leur soutien, on a fait du travail là depuis 2015, on a partagé des actions communes et ça c'est intéressant. Et l'appel que j'aurais à lancer, c'est que effectivement s'il y a d'autres entreprises qui sont plutôt intéressées ou assez sensibles sur le fait de pouvoir, pourquoi pas, former ou accompagner un jeune ou un moins jeune ou embaucher après une formation. Voilà, ce serait ça. Et ce serait, pourquoi pas, aussi nous soutenir financièrement pour monter d'autres programmes. Parce que ce que je dois signaler aussi, c'est que des programmes qui ne sont pas financés par les services de l'État, n'ont jamais été financés et pour l'instant n'ont pas l'air, de vouloir être financés
par les services de l'État. C'est pour ça que ça serait assez intéressant d'ouvrir de façon plus large les soutiens et le partenariat. Et je trouve que ça permet aussi à n'importe qui et aussi à un dirigeant d'avoir un autre regard sur ce public étranger qu'on pointe souvent du doigt, parce qu'il y a vraiment du savoir-faire, des compétences et du savoir-faire qu'il faut utiliser.